Bonjour. Aujourd'hui une vidéo hors série où je vous parle de livres. Alors j'hésitais à faire comme l'année dernière et vous proposer un top 10 de mes lectures de 2023, mais je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce mois-ci, il y a une remise de prix. Et pas n'importe laquelle, on remet le 22e prix lycéen du livre de SES. Chacun ses Oscars. La cérémonie a lieu ce 27 mars et je me suis dit que c'était l'occasion pour vous présenter ce prix que je trouve particulièrement intéressant et qui dure quand même depuis 22 ans. Donc, comme son nom l'indique, c'est un prix dont le gagnant est sélectionné par des lycéens, un peu comme le prix Goncourt des lycéens. Ce qui se passe, c'est que chaque année, 8 livres de sciences sociales sont sélectionnés. Dans mon souvenir, on a 4 qui sont sélectionnés par l'organisme Liens Sociaux et 4 autres qui sont sélectionnés par le magazine Alternative Économique. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes légalement obligé d'être abonné à Alter Eco si vous êtes professeur de SES. Ah si, ça fait partie de la fiche de poste. Ensuite, les professeurs de SES qui veulent faire participer leurs établissements organisent la lecture des livres et les votes entre les élèves. En général, c'est sur la base du volontariat. Et ensuite, on fait remonter les résultats de tous les lycées participants pour élire le livre de l'année. Et on retient même souvent le podium des 3 meilleurs livres de l'année. Pour vous donner quelques exemples, pour l'année 2022, le gagnant avait été la bande dessinée La folle histoire de la mondialisation par Enzo, Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean, talonné de près par Transfuge de sexe, Passer les frontières du genre d'Emmanuel Bobassi, et on retrouvait en 3e position Pourquoi les top modèles ne sourient pas, les chroniques sociologiques de Baptiste Coulmont et Pierre Merclé, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé ici, et dont je vous reparlerai probablement à nouveau. Si on remonte à 2021, le gagnant avait été Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi, dont je vous avais aussi dit tout le bien que je pense dans ma vidéo de l'année dernière, avec en 2e position le livre de Benoît Coquart, Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin. Donc c'est quelques petits exemples pour vous montrer la diversité qu'on retrouve dans ce prix. On peut avoir parfois de la vulgarisation ou des bandes dessinées, mais on a aussi des lectures exigeantes, et certaines qui sont rapidement devenues des classiques de la discipline. Donc c'est pour ça que je trouve le prix assez intéressant à suivre, il est en général assez gage de qualité, et ça vous donnera plein d'idées de choses à découvrir. C'est aussi ça l'intérêt pour moi de suivre ce prix, c'est que ça me fait découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas vu passer par moi-même, et ça c'est toujours cool. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de chaque livre de la sélection 2022-2023, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai préféré, pour vous donner éventuellement envie d'en découvrir certains. Comme on a beaucoup de choses à voir, j'ai fait le choix de découper la vidéo en plusieurs parties, donc on va regarder les 4 premiers livres dans cette vidéo, et je ferai les 4 livres suivants dans une seconde partie. Et ensuite je ferai une 3e vidéo pour faire le reveal, où on regardera un peu qui sont les gagnants, parce que oui, même si la remise de prix se fait ce mois-ci, les gagnants, ils ont en fait déjà été sélectionnés depuis le mois de juin dernier, et du coup on reviendra sur ça ensemble. Bon on est parti ? Premier livre de la sélection, Un pognon de dingue, mais pour qui? L'argent magique de la pandémie par Maxime Combes et Olivier Petitjean. Vous vous souvenez avant la pandémie, quand on était en train de fermer des lits d'hôpitaux dans tous les sens et que notre bon président rappelait tout penaud devant les infirmières en burn-out que il n'y a pas d'argent magique, mes bonnes dames. Eh bien, force est de constater que pendant la crise du Covid, on a aligné l'argent public et on a arrosé tout le monde sans trop faire de pudeur de gazelle, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et c'est justement sur ces aides publiques qu'ont décidé d'enquêter Maxime Combes et Olivier Petitjean dans leur livre. Le but étant de revenir un petit peu sur la politique open bar des robinets de l'argent public pendant la pandémie. Pour rappeler les grands chiffres, 140 milliards sous forme de prêts garantis par l'État, 31 milliards pour les fonds de solidarité, 35 milliards pour le chômage partiel et encore 8 milliards de plus d'exonération de cotisations et d'impôts. Donc, il n'y a pas à dire, ça fait quand même un pognon de dingue. Évidemment, le titre « Un pognon de dingue », il fait référence à une petite séquence médiatique où le président admonestait ses équipes dans un bel élan charismatique en déplorant le fait que les aides publiques ne parvenaient pas à faire sortir les plus précaires de la pauvreté. On met trop de pognon, on déresponsabilise, on est dans le curatif. Mais les auteurs de ce livre ne s'intéressent pas tellement à l'argent qui est versé aux ménages, et sur lequel on insiste déjà bien assez souvent dans le débat public, ils se concentrent plutôt sur les aides versées aux entreprises. Et c'est vrai que, y a un sacré sujet. Quand même, un premier point sur lequel il est important d'insister, c'est qu'on manque cruellement de données fiables et définitives sur ce sujet-là. De fait, il y a très peu de transparence sur les aides accordées par l'État, et donc les auteurs se basent sur ce qu'ils peuvent, donc quelques rapports officiels, quelques chiffres qui ont fuité dans la presse, et ils reconstituent pas mal de séries statistiques, mais c'est difficile de traquer précisément à l'euro près. Donc,
il y a des approximations. En particulier, ils essaient de quantifier toutes les aides publiques débloquées pour les entreprises pendant la pandémie, et c'est Bruno Le Maire qui avait donné le chiffre de 240 milliards d'euros lors d'une université d'été du MEDEF en août 2021. Donc 240 milliards d'euros, c'est pas rien du tout, c'est à peu près 10% du PIB, et comme on parle uniquement des aides exceptionnelles, ça veut dire qu'elles viennent s'ajouter aux aides déjà en place avant la pandémie, qui sont déjà de près de 140 milliards d'euros par an. Et ça, c'est sans compter sur les nombreux plans sectoriels qui ont été lancés après juin 2020 pour préparer l'avenir dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le tourisme ou dans la pharmacie. Après, on peut se dire que ces aides, elles étaient vraiment nécessaires et que c'est ce qui a permis qu'on ne perde pas tous notre taf pendant la pandémie. Et c'est vrai, mais les auteurs soulignent quand même que une grande partie de ces aides ont bénéficié à des entreprises qui n'en avaient pas vraiment besoin, notamment les grandes entreprises du CAC 40. On est d'accord que pendant la pandémie, c'était plutôt la petite librairie ou la petite boulangerie de quartier qui avait besoin des aides de l'État et pas vraiment Total Energy ou AXA Assurance. Les auteurs estiment donc que les entreprises du CAC 40 auraient bénéficié d'environ 66% des prêts garantis par l'État et des aides pour le chômage partiel. Et globalement, on peut dire que ces entreprises, elles n'étaient pas trop à plaindre en termes de profit. En 2021, le taux de marge des entreprises était de 35%. C'est le niveau le plus élevé depuis 1949. Et ça s'explique notamment parce qu'il n'y avait aucune conditionnalité pour pouvoir bénéficier des aides publiques. C'était vraiment open bar. En plus, on peut ajouter que sur la même période, la Banque Centrale Européenne s'est mise à racheter massivement des dettes de l'État pour permettre les plans de soutien nationaux, mais qu'elle a aussi racheté pas mal d'obligations d'entreprises. Et globalement, il n'y a que les très grosses entreprises, genre Total, LVMH, etc., qui peuvent se financer de cette façon-là. Votre boulangerie de quartier, elle va pas émettre des obligations qui seront rachetées par la Banque Centrale. De fait, même le rapport final d'évaluation des aides Covid pointe que les entreprises ont pu bénéficier d'un effet d'aubaine. Alors, effet d'aubaine, c'est le terme poli en économie pour dire que les entreprises se sont mis plein d'argent public dans les poches, soit pour financer des projets qu'elles auraient financés de toute façon, soit pour rincer directement leurs actionnaires. On peut rappeler au passage qu'au printemps 2021, les entreprises du CAC 40 ont réussi à redistribuer aux actionnaires l'équivalent de 140% des profits totaux réalisés en 2020. Donc on peut dire qu'il y avait certainement un peu trop de liquidités à plus savoir quoi en foutre, quoi. Franchement, c'est quand même fou ça, des entreprises en pleine pandémie qui n'arrivent pas à réfléchir à des investissements intéressants et qui du coup se résignent à redistribuer le profit aux actionnaires. Qui aurait pu prédire ? Donc voilà, ça c'est leur constat de base. Je viens de vous résumer en gros les 2 premiers chapitres du livre. Et on pourrait se dire que c'est quand même très exceptionnel, ça s'explique par la pandémie, on n'avait pas le temps de faire dans la dentelle, fallait répondre vite pour sauver la situation, et c'est vrai. Mais les auteurs montrent que cet argument n'est pas tout à fait convaincant, et qu'on peut observer que l'augmentation substantielle des aides publiques faites aux entreprises, elle arrive bien avant le Covid. En fait, leur hypothèse reprend l'analyse du livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, dans lequel elle explique comment les gouvernements et les milieux d'affaires mettent à profit le choc psychologique suscité par les désastres naturels ou les crises sociales pour imposer des réformes ultralibérales en rencontrant le minimum de résistance. Pour eux, c'est un petit peu ce qu'on observe ici. Le choc du Covid semble avoir été utilisé pour radicaliser certaines transformations qui étaient déjà en cours dans les rapports entre l'État et les entreprises et empêcher par la même occasion tout débat démocratique sur le sujet. Ils font donc un constat plus général sur l'économie contemporaine et ce capitalisme actionnarial qui demande toujours plus de rentabilité financière aux entreprises. Ils rappellent par exemple que pendant les 30 Glorieuses, les dividendes représentaient en moyenne 35% du profit. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 80%. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Un autre point qu'il soulève dans un chapitre dédié, c'est à quel point la non-conditionnalité de l'accès aux aides publiques a pour effet que les entreprises font absolument ce qu'elles veulent, et qu'on a donc largement subventionné des entreprises qui ont par la suite massivement supprimé des emplois. Là encore, on peut citer un certain nombre d'exemples, comme le groupe Renault qui bénéficie en mai 2020 d'un plan de sauvetage à 8 milliards d'euros, 8 milliards et qui, 3 jours plus tard, présente un plan de restructuration avec 15 000 suppressions de postes, dont 4 600 en France. Le mois suivant, autre histoire, en juin, on monte au capital d'Air France KLM pour une facture de 15 milliards d'euros, cette fois-ci, et un mois plus tard, on annonce la suppression de 7 500 emplois. Bon, je crois que vous commencez à voir le truc. Ah bon, du coup, on parle pas des 200 millions d'euros qu'on a filés à Sanofi pour qu'ils suppriment dans la foulée 1700 emplois ? Non, pas la peine, je crois qu'on commence à voir le pattern là.
Si on fait un bilan un peu plus global, sur toutes les entreprises du CAC 40, les auteurs comptent 62 500 suppressions d'emplois dans le monde et pas loin de 30 000 emplois en France. Ce qui ne les a évidemment pas empêchés de distribuer des dividendes records, hein. Ça, c'est jamais un problème. D'ailleurs, il semble même que les suppressions d'emplois soient précisément ce qui permettent ces distributions de dividendes, hein, parce que quand on regarde les entreprises qui font le plus de bénéfices en 2021, eh ben c'est aussi celles qui ont le plus supprimé d'emplois en 2020. Le groupe Stellantis, moins 4 780 emplois, le groupe LVMH, moins 12 830 emplois, et ArcelorMittal, moins 23 505 emplois, et ces entreprises représentent à elles 3 30% des bénéfices du CAC 40. Ça fait beaucoup là, non? Bon... Et vous reprendrez bien un petit peu d'aide publique aux entreprises avec tout ça, non? Les auteurs essayent par la suite de dresser un bilan de toutes les aides aux entreprises qui existent en France. Et ils se rendent à l'évidence que c'est mission impossible. Non mais c'est pas une métaphore, hein, c'est littéralement impossible. Il existerait aujourd'hui plus de 2000 formes différentes d'aide aux entreprises, pratiquement aucune ne fait l'objet d'une évaluation, et en termes d'efficacité, tout est irrémédiablement opaque as fuck. Entre les abattements, les exonérations, les taux réduits, les déductions, les crédits d'impôt, etc., on se retrouve très vite au milieu d'un bordel qui ferait passer Westeros pour un couvent. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça, hein, y a pas mal d'aides qui peuvent avoir des effets complètement contradictoires, hein, comme des dispositifs qui sont faits pour encourager la transition climatique, mais qui sont immédiatement contrecarrés par des niches fiscales sur le gasoil ou sur le kérosène. Et le pompon sur la timbale, c'est qu'on est tellement habitué à ce que certaines de ces aides nous coûtent de plus en plus cher, qu'elles ne sont même plus vues comme des aides, mais comme juste normales. Les exonérations de cotisations patronales, par exemple, hein, c'est clairement des aides aux entreprises, mais elles sont devenues complètement invisibles au point que les entreprises elles-mêmes, dans leur discours, elles ont l'impression qu'elles se débrouillent toutes seules sans aide publique et elles pourraient tout à fait dire « Ah non, mais moi je touche pas d'aide publique ». Mais elles touchent les exonérations patronales. Et évidemment, vu que cet ensemble d'aides est extrêmement compliqué, touffu et contradictoire, ça peut parfois être difficile aussi pour les entreprises de faire les bons papiers pour les obtenir. Et qui c'est qui a le temps et les ressources pour faire toutes les démarches administratives ? Les grandes entreprises. Il y a même des cabinets de conseil qui se sont montés spécifiquement pour aider les entreprises à faire des demandes de crédit d'impôt recherche ou de subventions, et les cabinets se rémunèrent en touchant un pourcentage de l'aide en cas de succès. Ça devient lunaire. Et évidemment, les très grands groupes, ils ont bien sûr leurs propres départements fiscaux et juridiques pour gérer tout ça. Par exemple, lorsqu'LVMH et Vinci construisent la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne, un coût colossal de 790 millions d'euros, il y a là-dedans 518 millions d'argent public. Yes! Et avec tout ça, Bernard Arnault présente son musée comme un cadeau à la France. Merci mon bon seigneur. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces aides, c'est quand même avant tout une profonde opacité. On a une vague idée des montants globaux, mais comme toutes les informations ne sont pas recoupées, on est complètement incapable de dire combien touche telle ou telle entreprise. Et en plus, il n'y a pratiquement aucune évaluation de politique publique, donc on est absolument incapable de dire si elles ont une quelconque efficacité en termes d'emploi, de transition ou de quoi que ce soit d'autre. L'une des rares qu'on regarde un petit peu, c'est le CICE à 40 milliards, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, qui fait bien l'objet d'une évaluation. Ça fait plusieurs années que les évaluations montrent qu'il est globalement inefficace, qu'en gros, si l'État utilisait directement ces 40 milliards pour engager elle-même des fonctionnaires, ça aurait permis de créer plus d'emplois. Mais pourtant, on continue. Je sais pas. Et le plus drôle, ça dépend de votre humour, c'est quand on compare l'évolution des aides accordées aux entreprises ces dernières années avec les aides accordées aux personnes, le supposé pognon de dingue. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est très difficile d'accéder aux données concernant les aides aux entreprises, mais on peut quand même réussir à estimer à peu près leur montant grâce au rapport de l'Inspection Générale des Finances. Et on voit qu'en 2008-2009, donc juste avant la crise, elle représentait environ 65 milliards d'euros, ce qui fait déjà 3,5% du PIB. Après, on a les données pour 2013, un autre rapport de l'IGF qui donne le chiffre de 110 milliards d'euros, donc une augmentation de 57%, c'est pas mal. Et après, c'est en 2018 qu'on en sait un peu plus grâce à une interview de l'abject Darmanin, qui était alors ministre du budget, et qui annonce une somme de 140 milliards par an d'aide aux entreprises. Et en fait, si on regarde un peu, ces 140 milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on verse au global en aide sociale. Si on additionne les allocations familiales, l'aide à l'emploi, l'aide au logement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le fameux pognon de dingue des minima sociaux.
Mais évidemment, le plus croustillant, c'est quand on regarde comment les deux ont évolué. Si on regarde sur ces 15 dernières années, les aides aux entreprises, elles ont augmenté d'environ 215%, donc une augmentation d'environ 7,2% par an, alors que les aides sociales, elles ont augmenté de 31%, soit environ 2,5% par an. Après, je vous laisse me dire qui sont les vrais assistés. Voilà, je ne vais pas vous résumer tout le livre non plus, j'ai insisté sur les grandes lignes, sur les chiffres que je trouvais les plus parlants. Les auteurs ne se contentent pas du diagnostic, ils font évidemment un travail de généalogie pour essayer d'expliquer comment on est arrivé là. Ils pointent par la suite notamment comment le pouvoir donné aux entreprises en fait va être un problème pour la transition climatique et favorise en fait la désindustrialisation. Et ils condamnent ce qu'ils appellent l'État-providence pour les entreprises, c'est-à-dire une situation où la doctrine n'a apparemment pas changé, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie et les profits sont privés, mais qui se couple en fait avec une forte intervention publique en faveur des entreprises. Donc si le sujet vous intéresse, je vous le conseille, vous apprendrez sûrement un ou deux trucs. C'est surtout assez sympa d'avoir toutes les données sur le thème réunies au même endroit dans un essai qui est quand même assez simple et synthétique. Donc faites un essai si le sujet vous intéresse. Deuxième livre de la sélection, L'animal et la mort de Charles Stepanov. Alors c'est un livre très particulier que ce livre de Charles Stepanov. Et je vous le dis tout de suite, il m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup fait cogiter surtout. Je dis qu'il est particulier, mais il est surtout particulier pour moi. Parce que j'ai l'habitude de lire des livres d'économie et de sociologie, mais je lis beaucoup moins des livres d'anthropologie. Et Charles Stepanov, il est anthropologue. Ça pourrait avoir l'air de rien comme ça, mais la démarche n'est vraiment pas la même, que ce soit la façon de réfléchir, mais aussi bien les questions qu'on se pose. Par exemple, il utilise beaucoup le mot cosmogonie, et il a fallu que je m'habitue un petit peu pour me dire que c'est bien ça qu'on essaye de retracer en fait. Alors, un peu de contexte, ce livre est sorti en 2021 à La Découverte, dans la collection Les sciences sociales du vivant, qui est une collection créée par Bernard Lahire et qui propose de mettre en avant des recherches pluridisciplinaires qui visent à faire le pont entre plusieurs champs de recherche, mais notamment les sciences sociales, les sciences du vivant et les mythes. Il n'y a pour l'instant que 5 ou 6 ouvrages qui sont parus, dont certains qui font directement référence aux mythes et aux cosmogonies, comme les ouvrages de Julien Duy et de Jean-Loïc Lequellec, l'ouvrage de Kevin Laland qui propose une relecture sociologique de la théorie de l'évolution et qui renverse la perspective de la psychologie évolutionniste. Je vous avoue que celui-là, il est assez haut dans ma pile à lire. Et bien sûr, il y a eu l'année dernière le pavé de Bernard Lahire lui-même, les structures fondamentales des sociétés humaines, qui se donne pour objectif de donner un bon coup de pied dans la fourmilière institutionnelle pour faire dialoguer les disciplines à fond, et Karim de la chaîne Politikon a déjà fait une vidéo dessus si vous êtes curieux, donc je vous invite à aller voir ça. Donc tout ça pour vous dire que L'animal et la mort est le deuxième livre à être paru dans cette collection, et il s'inscrit complètement dans cette perspective de mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec la nature en tant que société. Donc, le livre de Charles Stepanov, c'est avant tout un livre sur la chasse. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, la chasse, c'est pas vraiment un sujet que je connais. J'ai plutôt des a priori de mec blanc qui vit en ville, plutôt contre la souffrance animale, et je viens d'une commune où il y avait pas mal de chasseurs, donc le rapport que j'avais aux chasseurs, c'était plutôt un sentiment d'intranquillité pendant les balades en forêt, et surtout une réaction un peu révoltée quand on rentrait avec un sac entier de douilles en plastique après seulement 2 heures de balade. Voilà, ça c'est pour vous dire d'où je pars moi. Et pour le coup, Stepanov, il est pas plus chasseur que moi, il a commencé ce terrain pendant le confinement parce qu'il pouvait le faire pas très loin de Paris, et que c'était pas possible d'aller là où il fait son terrain habituellement, en Sibérie. Donc il est allé faire des observations ethnographiques dans les forêts de la Beauce, des Yvelines et du Perche, et en arrivant avec son œil neuf d'anthropologue, il s'est aperçu qu'on peut dresser pas mal de ponts entre l'univers de la chasse en France et la cosmogonie des chasseurs de Sibérie. Mais justement, entrons dans le vif du sujet. Le livre de Charles Stepanov n'est absolument pas un plaidoyer pro-chasse, mais il donne des clés pour comprendre pourquoi cette pratique qui pourrait sembler obsolète subsiste, et il arrive assez bien à mettre le doigt sur les incohérences, voire les hypocrisies qu'on a souvent dans la société contemporaine vis-à-vis de la chasse. Par exemple le fait qu'on peut se féliciter de l'interdiction de la chasse à glu ou s'émouvoir de la traque d'un cerf en forêt, tout en continuant de manger de la viande qui, pour beaucoup, provient d'élevage de batteries. Et de fait, il soulève dès l'introduction un certain nombre de paradoxes, comme le fait qu'on a aujourd'hui un degré individuel d'intolérance à la violence particulièrement fort,
alors même que d'un autre côté, l'humanité représente une puissance destructrice majeure et qu'on n'a jamais autant tué d'animaux que dans la période contemporaine. Et c'est là qu'il y a quelque chose de bizarre, d'intriguant pour l'anthropologue, c'est quelle est devenue la violence dans notre société moderne, où aucune société n'a été aussi violente, dans le sens où la violence sur les animaux, par exemple, la mort. En France, on tue 3,2 millions d'animaux par jour. Et pourtant, nous, Français, nous pouvons manger de la viande tous les jours, de la naissance à la mort, sans avoir jamais vu un animal tué, sans avoir jamais vu une carcasse découpée. C'est extraordinaire d'un point de vue anthropologique. Ça n'a jamais existé. C'est impensable dans la plupart des sociétés. Donc là, nous avons constitué un rapport à la violence tout à fait singulier, démultiplié et camouflé à la fois. Il souligne bien que l'Occident moderne articule deux formes de relations bien distinctes au vivant. La première qu'on pourrait qualifier d'amour de la nature, qui condamne et qui rejette la violence. On le voit avec le développement des réserves naturelles, la sanctuarisation des territoires et même les rapports intimes qu'on peut avoir aux animaux de compagnie. Et de l'autre, on a une exploitation de la nature qui fait de la violence conquérante un but et une valeur en tant que condition de l'abondance et du progrès. C'est le fait de traiter le vivant comme un ensemble de ressources matérielles dans lequel on peut puiser. C'est le cas de l'exploitation des forêts, mais aussi et surtout des animaux d'élevage. Et du coup, ces deux rapports bien distincts à la nature, ils se retrouvent aussi dans nos rapports aux animaux, dans les sociétés modernes. Il conceptualise notamment la différence entre ce qu'il appelle les animaux matières, autrement dit les animaux d'élevage, qui sont désocialisés, qui vivent dans des bâtiments individuels en étant réduits à une fonction productive, et de l'autre, ce qu'il appelle l'animal enfant. Ce sont les animaux de compagnie qui sont intégrés à la vie humaine, médicalisés et privés de vie sexuelle. Et c'est important de bien faire la distinction entre les deux parce que la déshumanisation des conditions de vie des animaux de la ferme, c'est la condition même de possibilité de la personnification de nos animaux de compagnie. Comme il le dit clairement, nous donnons nos animaux matières à manger à nos animaux enfants. Et justement, il semble qu'on atteigne aujourd'hui une sorte de point de rupture avec la difficulté de réunir ces deux rapports contradictoires à la nature qu'on a pourtant depuis au moins la Renaissance. En particulier, on est de plus en plus à la recherche d'un équilibre moral entre ces deux tendances et qui est sans cesse renégocié. Et dans ce contexte, la chasse est très particulière parce que elle échappe un peu en fait à cet antagonisme entre protection et exploitation. Parce que la chasse, ce n'est pas une pratique industrialisée de mise à mort. Elle s'inscrit dans une tradition longue et des rapports à la nature qui se rapprocheraient davantage de celui de la protection, en fait. Il y a en effet dans la chasse l'idée importante de se confronter à la nature sauvage et surtout de ne pas être sûr de réussir. La chasse, c'est même l'un des derniers lieux où l'homme peut éprouver la limite de sa domination. Et il peut être mis en échec par un lapin. Ce qui est en fait le plus fréquent dans la chasse à courre. Le lapin s'en sort le plus souvent. Mais partons d'une définition de la chasse. Je vous cite: un acte volontaire de confrontation de l'humain avec un animal sauvage capable de lui résister. Pour qu'il y ait chasse, il faut, au moins en apparence, que l'animal gibier ne soit pas sous le contrôle de l'homme, qu'il y ait une part d'imprévisible et d'insoumis dans son attitude. Bref, il faut que la chasse puisse échouer, infligeant à l'homme l'expérience aujourd'hui rare des limites de sa domination. À lire ces phrases, Charles Stepanov, on pourrait en déduire qu'il y a une forme d'égalité entre le chasseur et sa proie. C'est au minimum contre-intuitif et pour certains, j'en suis sûr, scandaleux. Que voulez-vous dire par là ? Alors, il faut se poser, quand on fait une étude comme ça, se poser la question: qu'est-ce que c'est l'objet sur lequel on travaille? Conceptuellement, qu'est-ce que ça signifie la chasse? La chasse, est-ce que c'est juste la mise à mort d'animaux? Non, par exemple, je citais le fait qu'il y a 3,2 millions d'animaux abattus en France chaque jour. Ils ne sont pas abattus par des chasseurs. Ils sont abattus dans des abattoirs professionnels, avec des conditions d'hygiène, etc. prévues. Pourquoi c'est pas de la chasse? Précisément parce que là, l'animal de bétail ne peut pas s'enfuir, c'est pas prévu. Les conditions sont pas faites pour qu'il puisse se défendre. Alors qu'au contraire, on va appliquer la notion de chasse à des situations où l'animal, il est dans son milieu à lui, il a ses techniques, il a son intelligence qui lui permet de faire face aux prédateurs humains. Et ça pose le problème des situations où on se demande: est-ce que c'est encore de la chasse? Et là, il y a des conflits localement. Des gens qui vont dire: non, là, ce que vous faites, c'est plus de la chasse. Entre chasseurs, ils en débattent énormément à cause de cette question de: est-ce que l'animal peut mettre en échec l'humain ou pas? Est-ce qu'il a ses chances ou pas? Donc, Charles Stepanov, de cette définition, il faut exclure la chasse à la glu, la chasse en enclos, la chasse à courre.
Alors, paradoxalement, non. Quand on va sur le terrain, justement, par exemple, la chasse à courre, c'est typiquement la chasse où l'animal a le plus de chances, puisque c'est une technique dans laquelle on lui donne les chances de déployer son intelligence. Par les Russes, c'est fondé là-dessus, hein. La chasse à courre, ça apparaît au Moyen-Âge, quand les nobles disent « l'arc, c'est trop facile », on va employer des techniques plus dures qui sont fondées sur un affrontement dans lequel l'animal a ses chances de blesser les humains, ça arrive souvent avec les cerfs ou avec les sangliers, et ses chances de s'enfuir. Et statistiquement, en chasse à courre, 4 fois sur 5, les animaux s'en tirent. Je peux vous dire, j'ai suivi des équipages de chasse aux lièvres. De nombreuses fois, je ne les ai jamais vus attraper un lièvre. Donc c'est ça qui était frappant. C'est des situations artificielles, c'est vrai, c'est une mise en scène, où l'humain affronte un animal, un petit animal de rien du tout, un lièvre, qui est capable d'être plus intelligent et plus fort que lui. Mais d'un autre côté, dans le monde totalement domestiqué et artificialisé qui s'accompagne d'une forme de gentrification néo-rurale des campagnes avec le développement des mouvements antispécistes, il semble qu'il n'y ait plus vraiment de place pour la chasse, et cette activité est donc un révélateur très fort de la complexité des rapports que nous entretenons avec la nature. Et le tour de force du livre, c'est vraiment de ne pas porter de jugement et d'analyser aussi bien les discours et les habitudes des chasseurs que celles des militants anti-chasse, mais surtout de replacer le contexte géographique, social et symbolique dans lesquels ces pratiques et ces engagements prennent place. Il aborde énormément d'aspects de la chasse que je ne vais évidemment pas pouvoir résumer ici, donc je vais plutôt picorer un petit peu en soulignant certains passages qui m'ont particulièrement intéressé, pour vous donner éventuellement envie d'en faire une lecture de première main. Stepanov retrace notamment le long mouvement qu'on voit tout au long du XXe siècle et qui se caractérise par un dépeuplement des plaines, notamment avec l'exode rural, mais aussi par une très forte érosion de la biodiversité. Il décrit par exemple assez finement la disparition des haies, qui sont des habitats qui abritent énormément de vie animale, et on le voit par exemple si on compare le même espace en 1949 et en 2016, l'image est assez parlante, une parcelle nue d'aujourd'hui réunit l'équivalent de ce qu'étaient 12 parcelles environ en 1950, et on compte que 15 millions d'hectares ont été remembrés depuis 1945, c'est à peu près 25% du territoire français. Et évidemment, beaucoup déplorent les effets de ces mesures sur les paysages, l'écologie et l'érosion des sols. Et tout l'intérêt de son travail anthropologique, c'est aussi dans le fait qu'il étudie assez longuement le caractère symbolique des rapports que les populations rurales entretiennent avec la nature. Il a par exemple tout un chapitre sur les hirondelles, où il transmet les inquiétudes profondes des habitants devant sa disparition progressive, notamment parce que c'est un oiseau très chargé symboliquement. C'est un oiseau migrateur qui annonce le printemps, qui est perçu comme un signe du réveil de la vie, et c'est aussi un animal qui porte chance et qui a un caractère sacré dans les cosmologies paysannes. Il fait donc directement le rapprochement avec ce qu'il a pu observer en Sibérie, en rappelant que dans les cosmologies traditionnelles d'Europe comme de Sibérie, les animaux sont perçus comme des sujets moraux, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs actes et que leurs comportements peuvent être interprétés comme honorables ou au contraire coupables. Par exemple en Sibérie, le meurtre d'un enfant par un ours est considéré comme une trahison et l'animal sera tué, décapité et lacéré et humilié et couvert d'urine par les femmes. En Europe, on a plutôt traditionnellement une systématisation des jugements moraux en fonction des espèces, où chacune d'elles s'intègre dans un ordre dualiste avec d'un côté les animaux bénis et créés par Dieu et de l'autre les animaux malfaisants qui auraient été créés par le diable ou par Saint Pierre. J'ai aucune idée de pourquoi Saint Pierre aurait créé des animaux malfaisants, il va pas plus loin sur le sujet, donc j'en sais rien. Du coup, pour les oiseaux, on a des oiseaux sacrés, comme l'hirondelle ou le chardonneret, qui s'opposent aux animaux généralement carnassiers, comme la pie ou l'effraie, que l'on peut détruire. Et c'est vrai qu'on a de nombreux mythes et légendes autour des hirondelles qui permettent de comprendre son caractère sacré. Dans de nombreuses régions de France, on considérait comme un sacrilège de détruire un nid d'hirondelle, notamment parce que c'est l'oiseau qui aurait essayé d'arracher les épines plantées dans la tête du Christ. Alors qu'à l'inverse, la pie, elle essayait de les enfoncer, c'est pour ça qu'on a le droit de les défoncer. Dans plusieurs régions françaises, et notamment en Ukraine, on considère qu'il ne faut pas détruire le nid d'une hirondelle car elle serait capable de mettre le feu à la maison grâce au feu qu'elle porte sur sa queue. Donc là, normalement, on se demande « Comment ça, des hirondelles, elles ont le feu sur la queue ?» Et de fait, il y a de nombreux mythes qui font de l'hirondelle une héroïne prométhéenne qui a donné le feu aux hommes. Les traditions d'Europe du Nord considèrent qu'il n'y avait pas de feu sur Terre et que seul le diable en possédait aux enfers, et que les animaux chargèrent donc l'hirondelle rustique d'aller lui en voler un peu en pénétrant dans sa cuisine. Furieux, le diable tenta de l'attraper par la queue, mais il lui arracha seulement quelques plumes, et c'est pour ça que la queue de l'hirondelle, elle reste échancrée et que son cou a rougi.
C'est juste un petit exemple du poids symbolique que peuvent avoir les animaux, et c'est important d'avoir ça en tête parce que la coloration morale que revêtent certaines espèces et leur complémentarité cosmique sont fondamentales pour comprendre le tissu relationnel qui unit les habitants humains et non humains. Et c'est justement un rapport à la nature qu'on ne peut pas comprendre sans retracer l'histoire longue des pratiques populaires. Du coup, en parallèle de ces transformations et de ces traditions, Stepanov retrace l'histoire longue des pratiques de chasse populaires. Et il est très important de ne pas avoir des visions caricaturales de chasseurs qui seraient des sanguinaires assoiffés de violence, parce que le plus souvent, ce sont les mêmes personnes qui ont un rapport intime et respectueux à la nature qui pratiquent aussi la chasse. Et il retrace ainsi une véritable éthique de la chasse populaire. Il faut déjà avoir en tête que, même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la chasse c'était rarement la source principale de nourriture. Il y avait déjà une dimension un peu de prestige qui était associée à la chasse. Mais le point important, c'est surtout qu'il n'y a pas dans les pratiques populaires de déconnexion entre la nourriture et la chasse. Il est très important de tuer ce qu'on mange et de manger ce qu'on tue. C'est un principe fortement revendiqué et les chasseurs populaires voient souvent d'ailleurs d'un assez mauvais œil ce qu'on appelle la chasse sportive, en gros les bourgeois qui chassent uniquement pour le sport, parfois dans des parcelles de forêt qui ont été spécifiquement entretenues pour ça, mais qui seraient bien incapables de vider, préparer ou cuisiner la moindre de leurs prises. Au contraire, les chasseurs populaires ne gaspillent pas un gramme de viande et celle-ci est d'ailleurs largement stockée, distribuée et partagée dans leur entourage, faisant que la chasse est aussi un moyen d'entretenir des relations d'entraide et de solidarité dans un espace rural dispersé. C'est à la fois une sorte d'obligation coutumière avec la revendication d'une forme d'indépendance alimentaire, et c'est aussi une forme de revendication de différence sociale par rapport au gaspillage des classes supérieures. Et qui valorise une forme d'autonomie vivrière qui est fondée sur la production du bois pour se chauffer, sur le jardinage également, le potager. J'étais assez surpris de voir que beaucoup de chasseurs, finalement, ils passent beaucoup plus de temps à jardiner dans le potager, dans un idéal d'autoproduction, d'autosuffisance, avec aussi des échanges. C'est très important. La viande, c'est un support de distribution, de relations, d'entretien, de forme de solidarité, d'entraide. Je te donne un cuisseau de sanglier, toi tu vas me donner un coup de main à la moisson pour l'ensilage du maïs, etc. Mais il montre aussi qu'il y a eu beaucoup de transformations dans les pratiques de chasse et qui sont partiellement dues à une modification des espaces et de leur habitation. On a notamment le cas des néo-ruraux qui viennent s'installer à la campagne, mais qui ne participent pas du tout aux traditions et aux façons de voir des paysans. Par exemple, les chasseurs connaissent la forêt comme leur poche, ils viennent y passer des dizaines d'heures par semaine pour chasser, repérer ou pour lever des pièges, mais il ne leur viendrait jamais à l'idée de faire simplement une balade en forêt. Genre comme ça, sans but, quoi. Là où, à l'inverse, les néo-ruraux entretiennent avant tout un rapport esthétique à la nature. Ils entrent en contradiction avec une vision productive de la forêt comme un pourvoyeur de ressources. Et du coup, ils sont évidemment pourvoyeurs de normes. Ils essayent d'imposer leurs normes, comme quoi la forêt, c'est pour regarder, pour faire joli et pour se balader, mais pas pour autre chose. Mais derrière ça, au fond, il faut aussi voir les causes sociologiques de ces conflits. Et souvent, c'est ça qui envenime les situations. C'est qu'on a une rencontre souvent conflictuels entre des usages de la nature contradictoires qui sont porteurs de visions, de philosophie de la nature et de la place de l'homme dans la nature. Et c'est en ça qu'il y a un enjeu, c'est pour ça qu'il y a des polémiques profondes entre des usages qui sont plus récents, qui sont la promenade, le VTT. C'est pas du tout dans la culture paysanne de se promener juste pour se promener. Et ça s'est répandu, on l'a vu se répandre au moment du confinement. Parce qu'il y avait beaucoup d'urbains qui sont venus dans les campagnes et qui sont mis à faire du jogging dans des lieux où on n'en avait jamais vu. Et alors ça peut créer des conflits avec des usages locaux de bûcheronnage, de chasse. Voilà, c'est d'un côté, on peut dire une vision de la nature plus comme un décor où on voudrait que ça soit des paysages les plus naturels possibles et calmes avec un usage un peu contemplatif. Et d'un autre côté, des usages de populations locales enracinées dans des traditions paysannes qui ont un regard plus productif, d'approvisionnement. Dans la nature, on va chercher du bois pour se chauffer, chercher des champignons ou du gibier également. Ça fait partie d'un ensemble de pratiques. Et ils se font notamment les porteurs des nouvelles perceptions qui ont évolué sur les prédateurs et notamment sur les renards. Du coup, ils vont vouloir à tout prix préserver le pauvre petit renard tout mignon, ce qui va les rendre très agressifs envers les piégeurs dont le travail est précisément de réguler les populations de renards. Stepanov fait d'ailleurs toute une description de l'activité de ces piégeurs, et c'est vraiment intéressant, ça m'a fait penser en fait à la façon dont sont traités les sorceleurs dans la saga The Witcher.
Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, les Witchers, c'est des espèces de sorciers surhumains dont le métier est d'éradiquer les monstres qui sont appelés notamment par les villages quand ils ont un monstre avec lequel ils n'arrivent pas à gérer. Mais justement, dans l'histoire, tout le monde les déteste et a un peu peur d'eux, mais on est quand même bien obligé de faire appel à eux parce que quand un monstre est en train de foutre le bordel, il faut bien que quelqu'un de compétent soit capable de s'en charger. Fuck. Et de fait, on retrouve un petit peu ça chez les piégeurs, hein, qui sont jugés comme moralement suspects, comme des hommes des bois à la limite de l'ensauvagement, qui se fondraient avec les nuisibles pour mieux les tuer. Et de fait, les piégeurs ont effectivement des compétences impressionnantes pour déchiffrer les indices et pour comprendre la façon de fonctionner des renards, pour anticiper leurs habitudes, leurs goûts, et ils sont notamment experts quand il s'agit de lire les empreintes d'animaux laissées sur le sol. Ils ont véritablement des compétences spécifiques qui les rendent indispensables. Pourtant, les piégeurs interrogés sont les premiers à repousser le terme de nuisible en soulignant l'utilité de ces espèces, notamment pour la régulation des rongeurs. Et Stepanov détaille un petit peu l'exemple d'un garde-chasse déterreur de renards qui a élevé une jeune renarde qui fait maintenant partie de ses animaux familiers. C'est encore un exemple qui montre qu'il est important de sortir du manichéisme entre méchants et gentils, tueurs d'animaux d'un côté et respect des animaux de l'autre, et le travail anthropologique de comparaison aide particulièrement à restituer cette complexité. J'en profite pour vous citer directement un passage du livre. L'intimité avec des animaux sauvages appartenant à une espèce chassée complexifie profondément le rapport au gibier. L'animal n'est pas seulement une cible à abattre entrevue sur le terrain de chasse, il existe aussi en tant que voisin, admiré, partenaire et parfois même de la communauté hybride qu'est la ferme ou la maison. Cette ambiguïté fondamentale rapproche les chasseurs ruraux des chasseurs de sociétés lointaines. Dans les collectifs indigènes, le rapport à l'animal sauvage ne se résume jamais à l'acte de prédation. Certains individus sauvages, adoptés petits, apprivoisés et nourris, partagent la vie des maisonnés. Paca, pécari et différents oiseaux en Amazonie, cochons sauvages et oiseaux en Nouvelle-Guinée, renardeaux, louveteaux, ours ou rapaces en Sibérie, oursons polaires vivant dans les igloos des Inuits. Orphelins dont la mère a été tuée par les chasseurs, ils sont parfois nourris au sein par les femmes. Les pratiques d'adoption sont fondamentales pour comprendre le statut du vivant dans les sociétés indigènes. Elles mettent côte à côte des relations d'attachement intime et des relations violentes de prédation destinées à produire nourriture et fourrure. Ces apprivoisements ont été interprétés par l'anthropologue Philippe Descola comme une forme d'absorption sociale de l'altérité, faisant pendant à l'absorption physique que représenteraient la chasse et la consommation. Le traitement des animaux sauvages est ainsi porteur d'une complexité intrinsèque qui n'est réductible ni à la violence et l'ingestion, l'absorption physique, ni à l'attachement affectif, l'absorption sociale, mais combine les deux attitudes. Bon, j'ai déjà dit pas mal de trucs, et pourtant je vous ai résumé juste certains passages qui rentrent dans le premier quart du livre, hein. Mais ça me semblait plus intéressant de revenir sur certains passages qui m'ont semblé importants que de vous faire un résumé détaillé de tout le livre. Il parle par la suite assez longuement des évolutions de la chasse ces dernières années, hein, notamment le développement des mouvements anti-chasse et antispécistes qui se sont opposés assez fortement aux pratiques des chasseurs. Il retrace aussi toute l'histoire de la chasse en France, notamment au Moyen-Âge, où ça a pendant longtemps été une pratique uniquement réservée aux nobles à travers la chasse à courre, et où on a pratiquement interdit les chasses populaires ancestrales d'autosuffisance. Et il étudie aussi le renouveau plus contemporain de la chasse en France, parce que même si le nombre de chasseurs a fortement diminué, on a aussi vu émerger pas mal de choses très nouvelles. Dans le même temps, il y a eu une multiplication des sangliers. Aujourd'hui, il y en a trop. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les lapins et les autres espèces. Charles Stepanov. Non, alors le lapin, il a eu la myxomatose, le pauvre. Bon, c'était un virus qui a été lâché pour le réguler. Et en fait, on l'a pas maîtrisé. Les gens me racontent dans les années 50, ça sentait la charogne sur les routes de campagne à cause de ces lapins qui mouraient. Et ça a été introduit volontairement en Eure-et-Loire dans un parc. Bon, mais évidemment, le virus s'est échappé par les moustiques. Voilà. Les sangliers. Alors, face à cette disparition de la petite faune, les pouvoirs publics ont poussé les classes populaires à se mettre à une chasse qui était réservée aux élites pendant des siècles et même des millénaires, la chasse au grand gibier. Et donc, on a eu là un grand changement culturel quand les classes populaires, ouvriers, paysans, se sont mis à de la chasse au sanglier principalement. Alors, il y a eu des politiques de gestion, il y a eu des élevages aussi, il y a eu des lâchers encadrés par les pouvoirs publics. C'est dans une politique de maintien de lien des populations avec leur territoire. La chasse et le sanglier, ça va être ce qui fait que les gens continuent de se voir, de se réunir dans les Cévennes dans les années 70-80.
Donc on a effectivement cette situation qui est largement causée par l'homme et aujourd'hui, avec cette mutation, on a nécessairement une transformation de la chasse, Charles Stepanov. Voilà, et évidemment, alors premièrement, il y a des gens qui ont arrêté. En 40 ans, 1 million de personnes mettent le fusil au clou. Il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui pratiquent la chasse populaire. Il n'y a plus de faisans, il n'y a plus de lièvres, de lapins. Ils disent on ne va pas aller tuer le dernier lapin qu'on voit. On aime les voir, on aime les regarder. Donc on arrête de chasser. Donc à peu près 40% des chasseurs, maintenant 50% en fait, sont partis ces dernières décennies. C'est aussi un rejet des politiques des institutions de la chasse. De beaucoup de gens me disent « non, moi ça ne me convenait pas, cette chasse marchande, ce business autour du sanglier, c'est plus la convivialité qu'on connaissait. » Et puis il y a des transformations d'ordre rituel qui m'a évidemment intéressé comme anthropologue spécialiste du chamanisme, de voir que des classes populaires qui n'avaient de contact qu'avec le petit gibier, qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles vont tuer des gros animaux? Notamment, les communautés de chasseurs se sont considérablement féminisées et on a vu apparaître des rituels complètement nouveaux, comme le fait de badigeonner le chasseur ou la chasseuse de sang de sa toute première prise. Il parle pour le décrire d'un rituel néo-sauvage. Alors, on peut effectivement rattacher ce genre de rituel à des pratiques traditionnelles diverses à travers le monde, mais c'est quand même singulier qu'il semble apparaître spontanément en France au XXIe siècle, et sans s'appuyer sur des traditions particulièrement établies. Ce qui montre que les rituels et les traditions sont encore des choses en mouvement et qui évoluent. Bref, il y aurait encore bien des choses à dire sur L'animal et la mort de Charles Stepanov, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est une lecture qui m'a passionné, ce qui m'a surtout aidé à apporter un peu de nuance et de réflexion sur un sujet que je ne maîtrise pas, et surtout à propos duquel j'avais peut-être pas mal de prénotions. Le livre est vraiment intéressant par son équilibre, il ne prend jamais parti, mais se contente de décrire, d'expliquer, d'historiciser les pratiques en soulignant les tensions et les hypocrisies qui, à travers la chasse, révèlent en fait toute la complexité de notre rapport au monde sauvage et plus largement au vivant en tant que société. Je vous conseille très vivement cette lecture si le sujet vous a intéressé. Troisième livre de la sélection, La Banque-Providence, démocratiser les banques centrales et la monnaie par Éric Monnet. Ah là là, lolilol, il s'appelle Monnet et il bosse sur la monnaie, c'est vraiment très rigolo. Alors, Éric Monnet, je vous en avais déjà parlé, il est directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris. Il est notamment spécialiste des politiques monétaires et du système financier, et il a une démarche plutôt historique, ce qui en fait un acteur intéressant. Pour rappel, j'avais fait une vidéo qui était une revue de presse où j'avais lu un des billets de blog qu'il avait écrit, un des articles qu'il avait écrit notamment pour le site Alternative Économique, dans lequel il revenait sur les problèmes qu'il y avait dans les méthodes standards en économie. Donc je vous renvoie notamment à cet épisode-là, si vous voulez creuser sur le personnage. Il publie dans une collection que vous connaissez peut-être, La République des idées au seuil, c'est ces fameux petits livres colorés, là, comme Le destin au berceau de Camille Penny, Marie Curie habite dans le Morbihan de Xavier Jaravel, L'élitisme républicain de Baudelot et Establé. C'est une collection qui est vraiment intéressante parce que ce sont des livres qui ont pour but d'ouvrir le débat public. Ce sont des spécialistes d'une question qui écrivent un petit résumé actualisé de l'état des savoirs sur un domaine particulier et qui font en général aussi des propositions sur comment on pourrait faire évoluer les choses. Donc dans une perspective de vulgarisation scientifique et d'avancée du débat public, si vous connaissez pas cette petite collection de la République des idées, je vous conseille de regarder un petit peu ce qui s'y fait. Il y a environ 1 ou 2 livres qui paraissent tous les ans, et en général c'est des sujets assez intéressants et duquel on gagne à s'emparer. Donc, pour revenir au cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce petit livre est destiné à ouvrir le débat sur le fonctionnement des banques centrales, et il pointe notamment les insuffisances de notre système monétaire actuel, et il esquisse notamment des solutions pour une gouvernance plus démocratique de la politique monétaire. Alors, si vous connaissez mal le sujet, le livre commence justement par un petit rappel de l'histoire du fonctionnement des banques centrales, ainsi que de leur mission. Une chose importante à retenir, c'est que les banques centrales aujourd'hui sont complètement indépendantes des États. Pendant longtemps, les banques centrales étaient affiliées à des États. Typiquement, quand on était en francs, l'État français pouvait demander à la Banque de France d'imprimer des francs. C'est plus le cas. Des transformations qui ont eu lieu notamment dans les années 80 ont rendu les banques centrales complètement indépendantes. Et c'est le cas de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Et ce que montre Éric Monnet, c'est que même si on dit que le rôle de la Banque Centrale c'est de maîtriser l'inflation, son mandat est en réalité assez flou. Les objectifs principaux des banques centrales, c'est traditionnellement la stabilité économique, donc éviter l'inflation ou un chômage trop élevé, la stabilité financière, donc éviter les crises, et enfin, le fait d'émettre les billets de banque et de surveiller les moyens de paiement.
Et là-dessus, la grande thèse du livre, c'est que les banques centrales vont avoir un rôle clé dans de nouveaux domaines, notamment la transition écologique, la gestion de la dette publique et la mise en circulation de nouvelles monnaies digitales pour contrer les initiatives des crypto-monnaies privées. La question se pose donc sur la façon de construire la légitimité démocratique des banques centrales pour rendre leur politique efficace pour le bien commun. En retraçant l'histoire des banques centrales, Eric Monet montre qu'elles sont aujourd'hui étroitement liées au développement de l'État-providence. L'État-providence, c'est donc l'intervention de l'État dans les domaines social et économiques, en vue d'assurer des services aux citoyens et de les protéger contre des risques macroéconomiques et individuels, le chômage, les maladies, les retraites, les crises, etc. Et cette idée-là, ça peut nous paraître un peu contre-intuitif avec l'idée que je vous ai présentée au début, à savoir que les banques centrales sont complètement indépendantes des États. Mais de fait, la BCE permet effectivement l'État-providence lorsqu'elle assure les conditions de financement de la dette publique ou quand elle évite l'inflation, ce qui pourrait saper les fondements et l'organisation de l'État. Bon, pour ça, on n'a qu'à voir l'Allemagne dans les années 20-30, c'est vrai que l'hyperinflation, c'est pas un contexte super pour le développement de l'État-providence. À ce titre, on peut comparer la gestion de la crise des années 30 à la gestion de la crise de 2008 ou de la gestion de la crise du Covid. Dans les années 30, on laisse les banques faire faillite et on juge que c'est nécessaire pour nettoyer l'économie. En 2008, on fait totalement l'inverse, la Banque centrale aide massivement les États à s'endetter pour mener des politiques de relance, et de la même façon en 2020, les rachats de dettes publiques permettent à l'État de s'endetter pour payer, entre autres, le chômage partiel. Ça peut paraître étonnant parce que, depuis les années 90 et l'indépendance totale des banques centrales vis-à-vis des États, on voyait les banques centrales comme des organisations techniciennes devant s'occuper uniquement de l'inflation. Mais cette vision de la Banque centrale comme uniquement technicienne repose en fait sur une foi assez aveugle dans le fonctionnement du marché libéral, alors que, historiquement, le rôle de la Banque centrale est bien de protéger l'État et la société contre les dysfonctionnements des marchés financiers. Et force est de constater que des dysfonctionnements, il y en a. À la suite de ce petit rappel historique, on a une partie plus descriptive sur le fonctionnement de la création monétaire, sur le rôle de la banque centrale qui prête de la monnaie centrale à la base monétaire aux banques commerciales à un taux directeur. Le fonctionnement théorique veut qu'une baisse du taux directeur produise une augmentation des crédits bancaires, ce qui signifie une augmentation de la monnaie en circulation dans l'économie, et donc théoriquement une augmentation de l'inflation. Mais force est de constater que ce mécanisme ne fonctionne plus. Du moins, pendant la période 2008-2020, les taux directeurs de la Banque centrale étaient exceptionnellement bas, voire même négatifs parfois, mais ça ne s'est pas traduit par de l'inflation. Ce qui était plutôt un problème, parce que le but de la Banque centrale, c'est pas d'avoir zéro inflation, on essaye d'avoir plutôt 2% d'inflation, et là, même en baissant les taux, on n'arrivait pas à avoir assez d'inflation. Je dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'inflation et on considère que c'est plutôt une mauvaise chose, mais en fait, la déflation, le fait de ne pas avoir assez d'inflation, c'est très problématique aussi, voire éventuellement c'est même pire. Et de fait, il faut bien voir que la base monétaire, donc la monnaie banque centrale, a été multipliée par 5 entre 2007 et 2008, alors que la monnaie que nous on utilise en circulation dans la zone euro, elle a été multipliée que par 1,6. Donc on voit clairement que la transmission entre ce que fait la banque centrale et ce qui se passe pour de vrai pour nous dans l'économie, il est plus du tout aussi automatique que la théorie voudrait bien nous le faire croire. Et du coup, cette forte déconnexion montre que le système financier ne fonctionne pas comme le modèle monétariste notamment le prévoyait. C'est la raison pour laquelle la Banque centrale européenne s'est mise à massivement racheter des dettes d'État, ce qui a permis d'absorber en grande partie les risques du système financier. Et ça a permis notamment aux États de mettre en place des politiques budgétaires, parce que justement les politiques monétaires ne suffisaient plus. Ces politiques de rachat de dette publique ont été qualifiées de non conventionnelles. On dit politique non conventionnelle parce qu'elle contourne le canal normal de l'action de la BCE, qui se fait normalement par l'action sur le taux d'intérêt et la quantité de crédit. Mais en fait, ce que dit Monet, c'est que c'est étonnant de les appeler encore des politiques non conventionnelles parce que ce fonctionnement est devenu complètement la norme. Le problème, c'est qu'en absorbant une grande partie des risques financiers, la Banque centrale européenne contribue par une sorte d'effet domino à faire monter les prix de tous les actifs sans risque. Et parmi ces actifs, notamment la dette publique, l'immobilier et certaines actions ou obligations. Finalement, il montre qu'il y a deux grandes limites à la création monétaire par la Banque centrale telle qu'elle a lieu aujourd'hui. Premièrement, donc, la stabilité financière. De fait, on est obligé de ralentir la création monétaire s'il y a de l'inflation, et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. En ce moment, la Banque centrale européenne a remonté ses taux à plus de 4%. Et deuxièmement, il y a une limite plus politique qui doit dépendre d'une analyse et d'une discussion honnête sur l'efficacité économique et le cadre démocratique de la Banque centrale européenne. Et ça, on va y revenir.
Il a ensuite tout un chapitre dans lequel il analyse d'une façon peut-être plus originale l'effet des crypto-monnaies sur le système monétaire, et il pointe l'intérêt que pourrait avoir une banque centrale à se doter d'une monnaie digitale de banque centrale. Alors, tout d'abord, les crypto-monnaies, parce qu'elles sont privées, elles peuvent à terme être une menace pour la stabilité financière et pour le fonctionnement de la politique monétaire. De fait, si les banques centrales ne maîtrisent plus la monnaie en circulation, ce sera plus possible pour eux d'agir sur les fluctuations macroéconomiques. Ils pourront plus augmenter ou baisser les taux et essayer d'influencer comme ça les conditions de financement dans le système économique. Et les banques centrales ne pourront plus non plus sauver le système bancaire et financier en cas de crise. Dans un monde où des entreprises comme Amazon ou Meta pourraient mettre au point leur propre monnaie, qui pourrait être utilisée du coup dans des échanges, des moyens de paiement, voire des salaires, on se retrouverait soumis à des décisions d'opérateurs privés qui pourraient choisir de modifier les taux de change sur un coup de tête, et du coup les pays ne seraient plus libres de leur politique monétaire. C'est donc un énorme enjeu de souveraineté que les crypto-monnaies viennent poser, notamment parce qu'elles sont gérées par des opérateurs privés, et potentiellement même par des entreprises. Alors c'est pas le cas du Bitcoin qui est la plus connue. De fait, Facebook avait essayé de lancer le Libra, donc une monnaie affiliée à l'entreprise, même si ça semble un peu sous l'eau pour le moment, mais c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en tout cas. Pour Eric Monet, les banques centrales doivent donc créer elles-mêmes des crypto-monnaies qui devraient être pleinement substituables à du cash, donc à des pièces ou des billets, et dont l'existence ne devrait pas dépendre des banques commerciales. Il resterait énormément d'éléments à déterminer. Est-ce que la monnaie serait disponible sur un compte en banque spécial chez les banques des individus, ou est-ce que, au contraire, les particuliers pourraient ouvrir directement un compte à la banque centrale en se passant des banques de second rang? Ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait aussi avoir des effets pervers, comme fragiliser les banques en cas de bank run. Ça nécessiterait d'être mûrement réfléchi. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginez qu'on ait chacun de nous un deuxième compte directement à la banque centrale. Si jamais on commence à avoir peur que notre banque fasse faillite, on pourrait convertir toute notre monnaie en la passant directement au compte à la banque centrale qui est plus sûr, et du coup ça accentuerait le phénomène de crise. Bon, donc du coup, c'est des trucs qui nécessitent d'être réfléchis, évidemment. Cela dit, la monnaie digitale de banque centrale pourrait être un outil puissant pour la politique monétaire, puisque l'État, ou l'Union du moins, aurait directement la main sur la monnaie détenue par les individus. On pourrait imaginer un système de monnaie hélicoptère où la banque centrale pourrait créer de la monnaie directement sur le compte des individus, ce qui serait un moyen beaucoup plus sûr de faire des dépenses et de la consommation plutôt qu'en passant par le crédit bancaire comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, je me rends compte que c'est peut-être pas tout à fait clair si vous n'êtes pas au fait de la création monétaire aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que normalement, comment le système est censé fonctionner, si on veut faire de la création monétaire, donc augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie pour relancer la consommation par exemple, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle baisse les taux, ce qui normalement augmente le nombre de crédits accordés par les banques de second rang, ce qui fait que va y avoir plus de crédits, donc plus de monnaie en circulation dans l'économie, et donc plus de consommation. Et ça peut faire repartir la demande, et donc faire repartir l'activité économique. Mais on voit que, du coup, il y a plein d'intermédiaires entre ça. Et entre le moment où la Banque centrale baisse les taux, et le moment où, finalement, des individus vont consommer davantage, à chaque intermédiaire, il peut y avoir un truc qui se passe mal. Et notamment, et c'est ce dont on s'est aperçu ces dernières années, si les banques de second rang refusent de prêter, donc si les banques auxquelles nous on souscrit des prêts refusent de nous prêter, il n'y aura pas de création monétaire. Et du coup, on peut avoir une inefficacité de la politique monétaire par le fait que le canal du crédit soit bouché. Et justement, passer par une monnaie numérique de banque centrale, ça permettrait justement de contourner ce canal bouché en créant une ligne directe entre les individus et la banque centrale. L'idée, c'est que si on a un compte en banque directement à la banque centrale et que la banque centrale dit « bon, il faut relancer la consommation, boum, je crée 200 € sur le compte de tout le monde » et que du coup, moi, sur mon compte en banque, il y a 200 € qui est créé, ces 200 €, je peux les utiliser pour dépenser tout de suite. Et donc du coup, ça relance immédiatement l'activité. On pourrait même imaginer des systèmes où, pour être sûr que la monnaie qu'on a sur nos comptes à la Banque centrale soit bien dépensée pour générer de l'activité économique, et ne soit pas épargnée, par exemple, on pourrait imaginer que ce soit de la monnaie fondante, c'est-à-dire que j'ai 200 € sur mon compte en banque, mais si je les dépense pas dans le mois qui vient, elle perd 10% de sa valeur toutes les semaines, par exemple. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui nous invite à la dépenser tout de suite. Donc ça, clairement, c'est imaginer un nouveau système de création monétaire où on passe plus par les banques de second rang et où du coup, on cut the middleman en fait, on crée la monnaie directement pour les personnes qui vont l'utiliser. Et donc en termes
d'efficacité directe de l'action de la Banque centrale, c'est effectivement beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace. La deuxième partie du livre est un plaidoyer pour la démocratisation des banques centrales, qui restent encore aujourd'hui, il est vrai, des instances très peu démocratiques. Cet état de fait, il est basé sur la croyance fausse en une autorégulation financière, et donc sur la vision de la Banque centrale comme s'acquittant d'une tâche purement technique, c'est-à-dire des tout petits ajustements sur des marchés qui s'autorégulent largement. Cela dit, force est de constater que l'action de la Banque centrale est loin d'être purement technique. En fait, elle arbitre bien souvent sur des valeurs. Et du coup, si elle arbitre sur des valeurs, c'est quelque chose de politique. Elle le fait notamment dans la hiérarchie des choix qu'elle doit effectuer. Qu'est-ce qui nous dit à un moment donné que lutter contre l'inflation, c'est plus important que lutter contre le chômage? Pourquoi? Ça demanderait à ce qu'il y ait une discussion démocratique. Quand on regarde, on s'aperçoit que les missions de la Banque centrale sont en fait extrêmement vagues. Dans le détail, l'eurosystème doit soutenir les politiques générales de l'Union européenne, sans préjudice pour la stabilité des prix et conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre en favorisant une allocation efficace des ressources. Alors c'est très gentil, mais autant dire que chacun de ces trois termes laisse une marge d'interprétation et de manœuvre considérable. Et de fait, nous nous sommes habitués à ce que la Banque centrale produise seule l'interprétation de son propre mandat. Elle présente une fois par an son rapport devant le Parlement qui a un rôle extrêmement limité dans le contrôle de la politique monétaire. De fait, la politique monétaire est systématiquement discutée ex post, c'est-à-dire après que la politique a été menée, et non pas avant, et uniquement dans un dialogue trimestriel purement formel, auquel la Banque centrale se plie 4 fois par an. Et surtout auquel elle se permet de répondre d'une façon souvent très générale et sans rentrer dans le détail. Et en plus, ce que j'ai appris dans le livre et que je ne savais pas du tout, c'est que le dialogue scientifique est grandement faussé en faveur de la Banque centrale européenne. Parce que, à la BCE, il y a plus de 400 économistes qui y travaillent à plein temps, et on arrive à près de 800 si on compte en plus tous les économistes qui travaillent dans les banques centrales nationales. Et oui, parce qu'en Europe, il y a la Banque centrale européenne, mais nous, on a la Banque de France, et chaque pays a toujours une banque centrale nationale quand même. Donc du coup, en additionnant tout ça, presque 800 économistes qui travaillent pour les banques centrales, alors qu'il n'y a pas d'économistes qui travaillent directement pour le Parlement. Le Parlement européen ne peut compter que sur la commande de rapports qui sont faits à des économistes extérieurs, qui ne travaillent pas à plein temps pour l'institution, et généralement, lors de chaque dialogue trimestriel, ils sont 4. Tout n'est pas noir non plus, Monet pointe quand même que la qualité des recherches au sein des banques centrales a fortement augmenté ces dernières décennies, mais il faut quand même remarquer que ça crée quand même un risque que ces institutions ne monopolisent l'expertise et la discussion sur ces sujets. D'autant qu'on a quand même des travaux sociologiques qui ont souligné que la moitié des articles de recherche publiés sur la politique monétaire sont écrits par au moins un économiste de banque centrale. Et on a aussi montré que ça crée un biais parce que les articles écrits par des économistes de banque centrale, ils mettent plus nettement en avant les effets positifs et attendus de la politique monétaire que ceux qui sont écrits par des universitaires. Qui aurait pu prédire ? Ces éléments amènent donc à devoir repenser les institutions pour permettre un dialogue de meilleure qualité entre la Banque centrale et le Parlement. Cela dit, Éric Monet insiste bien sur le fait que ça ne doit pas se faire par un alourdissement procédural qui engluerait l'action de la BCE. Comme il le dit bien, l'indépendance opérationnelle de la Banque centrale doit rester le maître mot et il n'est aucunement question que la Banque centrale requiert une approbation du Parlement avant de prendre une décision. Et de fait, la Banque centrale doit pouvoir intervenir sur les marchés rapidement pour éviter les crises financières. Ça, personne ne remet ça en question. Mais la gestion de long terme des actifs achetés pour garantir la stabilité financière, ainsi que les conditions de prêt en temps normal, devraient être davantage soumis au débat démocratique. Finalement, ce nouveau cadre institutionnel pourrait permettre des décisions à la fois plus démocratiques, plus en phase avec le mandat de la Banque centrale et plus efficaces économiquement. C'est notamment le cas si on s'intéresse au changement climatique et à la coordination à faire avec la politique budgétaire. Si la Banque centrale se donne comme mission d'œuvrer pour la transition écologique, par les divers moyens à sa disposition, il peut se poser des conflits d'interprétation, notamment si la transition se révèle inflationniste. Et le fait est que il y a fort à parier que la transition énergétique va générer de l'inflation, ce qu'on appelle de la greenflation. La coopération avec la Commission et le Parlement est donc inévitable pour essayer de clarifier les objectifs et les priorités.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur le livre d'Éric Monet. Alors je suis évidemment resté en surface, j'ai pointé les points principaux qui moi me semblaient importants. Mais de fait, de la même façon que le faisait Laurence Yalom dans son livre La tentation de l'ogre, dont on avait parlé l'année dernière, Éric Monet pointe le fait qu'il n'y a pas suffisamment de débat démocratique autour des questions monétaires et financières, notamment parce que ce sont des questions qui sont vues comme trop techniques, comme trop compliquées. Et en ça, ce genre de petit livre facile à lire, accessible et qui permet de démocratiser l'accès à ces questions-là, c'est assez précieux. Et du coup, si vous êtes intéressé, même si vous y connaissez pas grand-chose, mais que vous êtes intéressé par les questions liées à la monnaie, à son émission et à sa régulation, bah, évidemment, je vous conseille la Banque-Providence d'Éric Monet, comme d'ailleurs tous les livres de la République des idées au Seuil, hein, que, comme je vous ai dit, une collection qui est très bien faite et intéressante pour le débat public. Passons au numéro 4. Numéro 4, L'Atlas Molière de Clara Dilberto, Jules Grandin et Christophe Chiouy. Chiouy, je suis pas sûr. Alors, voilà un livre assez original qui m'a vraiment pas mal plu et dont je pense que je serais complètement passé à côté s'il n'avait pas été sélectionné au prix lycéen du livre de SES. Donc rien que pour ça, je suis content d'avoir lu la sélection cette année, hein. On découvre vraiment plein de choses super. Mais pourquoi c'est si bien? Alors, ce livre, c'est un projet qui a été lancé par Christophe Chiouy, hein, qui est assistant professor en littérature française à l'université de Yale, qui a écrit déjà plusieurs ouvrages académiques sur Molière, mais il n'est pas tout seul parce que justement, il est assisté par Clara Dilberto, qui est graphiste et infographiste, et Jules Grandin, qui est cartographe et infographiste également. Et c'est le grand plus du livre, hein, c'est de présenter de façon ultra visuelle. Alors j'essaye de vous montrer un petit peu, hein, mais justement, ils ont plein de graphiques, de cartes, etc. Et ils vont présenter tout un tas de données de façon extrêmement visuelle, de façon extrêmement imagée, avec des infographies qui sont toutes plus belles les unes que les autres, qui permettent de mettre en perspective un certain nombre de données, un certain nombre de choses, et vraiment, voilà, c'est le gros plus du livre, c'est toutes ces données, toutes ces infographies qui sont réalisées, qui fait que c'est déjà, en fait, un beau livre, un bel objet. Mais c'est pas juste un livre avec des belles images, hein, c'est aussi un ouvrage extrêmement rigoureux qui retrace la vie de Molière et de son époque, avec à la fois beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de rigueur intellectuelle. Hein. Tout est sourcé, argumenté. Il n'y a qu'à voir à la fin, on a presque une quinzaine de pages de notes et de bibliographie, comme dans n'importe quel ouvrage scientifique. Du coup, le livre reste léger et digeste, et on apprend aussi plein de choses. Je sais pas quel est votre degré de connaissance sur Molière, hein. Moi je connaissais 2-3 trucs, mais personnellement j'ai appris énormément. Le projet du livre est même superbement assumé par cette infographie, hein. On est au croisement entre ce que Molière aurait voulu que vous sachiez de lui, ce que vos profs auraient voulu que vous sachiez de Molière, et sur ce que vous auriez pu apprendre ailleurs sur Molière, en prenant bien soin de laisser sur le côté les mythes du roman national sur Molière. Ça vous donne une petite idée du ton. D'ailleurs, le ton du livre est une de ses grandes forces, parce que on est très loin du ton académique, hein. Au contraire, on va faire plein de parallèles avec la culture contemporaine pour permettre une meilleure compréhension de ce que représente Molière pour la culture de l'époque, et du coup, on va notamment avoir pas mal de comparaisons avec l'industrie hollywoodienne ou avec les réseaux sociaux, en présentant notamment toutes les qualités de communicant de Molière, hein, qui est rapidement passé maître dans l'art de faire le buzz, ce qui est une dimension du personnage, hein, qu'on ne m'avait jamais vraiment présenté comme ça. Enfin, en tout cas, il me semble. Le livre est à la fois chronologique et thématique, hein, c'est-à-dire qu'on avance chronologiquement dans la vie de Molière, mais au fur et à mesure de l'avancée de sa vie et de son succès, ça va permettre d'aborder plusieurs points thématiques différents, comme la vie d'une troupe itinérante, la concurrence des différents théâtres dans Paris, qu'est-ce que ça fait d'être la troupe officielle du roi, etc., etc. Comme exemple de chapitre thématique, on a tout un chapitre sur Molière et les femmes, par exemple. On s'amuse à regarder, par exemple, quelles sont les pièces de Molière qui passent le test de Bechdel, c'est-à-dire qui ont au moins 2 femmes qui parlent ensemble de quelque chose d'autre qu'un homme. Et on voit que, même s'il est l'auteur des Femmes savantes, il n'y a quand même que 7 pièces sur les 30 qui sont répertoriées à passer le test de Bechdel. Et on a aussi cette magnifique infographie en double page qui répertorie tous les rôles masculins et féminins dans toutes les pièces de Molière, avec le type de rôle, l'âge, le nombre de répliques par personnage, encore une fois, un superbe boulot de mise en forme des données. Personnellement, les parties qui m'ont le plus intéressé, c'est celles qui nous permettent de mieux comprendre comment s'organisait le monde du théâtre et les enjeux de la communication de l'époque, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, hein. De fait, pour nous aujourd'hui, Molière, c'est du théâtre classique, donc c'est forcément quelque chose de légitime.
Alors qu'à l'époque, il faut bien se mettre en tête que c'est des spectacles qui ont besoin d'être rentables, sinon la troupe, elle mange pas. Donc il y a totalement un aspect marketing dans les pièces de Molière. C'est pas du tout un artiste éthéré qui ne produit que de l'art, uniquement pour la beauté de la littérature et pour fustiger les mœurs de ses contemporains. Non, il fait des trucs qui plaisent et qui sont à la mode pour son époque. Alors, il le fait avec énormément de talent. Le livre ne remet absolument pas en cause le talent de Molière. Au contraire, je trouve qu'on perçoit encore plus à quel point il a su s'adapter avec brio au contexte et aux tendances qui changent. Et justement, le livre permet de façon super intéressante de rappeler le contexte de production d'œuvres qu'on a peut-être un peu trop l'habitude d'étudier comme des incontournables classiques, qui seraient par définition intemporels et qu'on étudie donc sans toujours les relier aux enjeux de leur époque. Par exemple, on analyse un petit peu en détail dans le livre, l'une des premières pièces de Molière, c'est Les Précieuses Ridicules. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, énorme succès à l'époque. Tout le comique des Précieuses Ridicules repose sur le fait que les deux protagonistes principales sont des provinciales, mais qu'elles essayent de péter plus haut que leur cul, et que du coup, elles se mettent à parler comme les héroïnes de leur roman favori. Donc ça, c'est particulièrement drôle pour l'époque, parce que tout le monde a la ref, tout le monde voit bien de quoi on parle quand on se moque des romans de gare qui font exprès d'avoir un vocabulaire en poulet, mais que du coup ça en vient à être ridicule. Comme le note le livre, ce qui fait rire aux éclats les spectateurs et spectatrices, ce sont alors les références à leur propre monde. La pièce est en effet une suite de sketchs sur l'actualité littéraire, culturelle, vestimentaire ou des mœurs contemporaines. Quand Maguelone appelle un miroir le conseiller des grâces, elle parodie le langage des derniers ouvrages à succès, en l'exagérant nettement. Personne à l'époque ne parle comme Cato et Macdon, mais tout le monde sait à quel langage orné et métaphorique la pièce fait référence. C'est vrai que quand on relit ça aujourd'hui, on n'a plus forcément la méta, et du coup, on peut être amené à lire au premier degré des répliques que Molière voyait clairement comme ironiques. Et comme le livre ne manque pas de faire des respirations un peu interactives, on a toute une page qui nous détaille comment parler précieuse. Par exemple, il ne faut pas dire « Asseyez-vous, je vous prie », mais « De grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure, contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. » Autre exemple, on ne dit plus « Apportez-nous des fauteuils », mais plutôt « Voiturez-nous ici des commodités de la conversation ». Tout ça, c'est des extraits de la pièce, mais on va même un cran plus loin en imaginant ce que ça pourrait donner aujourd'hui, par exemple en ne disant pas Internet, mais le compagnon de la paresse, ou le truchement cybernétique de la connaissance. Ou encore en ne disant pas un avion, mais un Pégase motorisé. Bref, vous voyez un peu le genre d'humour. Et j'aime vraiment ça parce que ça reste quand même une lecture détente, mais aussi super instructive. Par exemple, moi, même si j'ai fait des études littéraires, personnellement, j'ai jamais lu ou vu de représentation des Précieuses Ridicules. Et franchement, la flemme de me farcir des ouvrages spécialisés juste comme ça, Donc du coup, je serais probablement passé à côté du sens si j'étais tombé dessus de but en blanc. Et surtout, maintenant, j'ai super envie de découvrir la pièce, ce qui est probablement le signe que le livre réussit bien son boulot. Comme je l'ai déjà un peu évoqué, l'un des points que j'aime vraiment beaucoup dans le livre, c'est notamment que, grâce à des parallèles avec la vie d'aujourd'hui, il nous fait comprendre que la vie culturelle au XVIIe siècle n'était en fait pas si différente de la vie d'aujourd'hui. On a même toute une infographie avec les correspondances du genre binge-watcher une série, à l'époque c'est lire un volume entier des romans longs et attendre le prochain volume. Parce que oui, il y avait déjà des immenses séries feuilletonnantes à l'époque, on n'a pas attendu les Game of Thrones pour avoir des sagas en 12 000 épisodes et spin-off. L'équivalent de publier un post Facebook, c'est de publier son point de vue dans le Mercure Galant, et de fait, il y a tout un développement de journaux à l'époque qui peuvent vraiment créer du buzz autour de tel ou tel événement. Et pour finir, regarder la vidéo d'un concert, c'est l'équivalent moderne de lire le texte d'une pièce de théâtre et les didascalies pour mieux se les imaginer. Et à ce propos, je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, mais il y a toute une économie qui se crée autour de la publication des textes des pièces en version papier. Parce que à l'époque, évidemment, il n'y a pas de cinéma, pas de télé, et donc le théâtre, c'est le seul divertissement du genre. Et bien sûr, on peut pas aller voir le replay sur YouTube, donc si on veut profiter à nouveau ou rattraper un spectacle qu'on a raté, la seule option, c'est d'avoir accès à la version imprimée des textes. Et comme le font remarquer les auteurs, il y a les artistes traditionnels qui soignent chaque aspect de leur album et sont promus par l'industrie musicale, et il y a les artistes qui parviennent au sommet sans même donner l'air d'essayer à coups de mixtape et de followers sur les réseaux sociaux. Les œuvres imprimées de Molière, c'est la deuxième catégorie. Il s'agit de petits ouvrages
peu coûteux, à propos desquels il fait savoir que tout s'est fait rapidement, qu'il ne voulait même pas imprimer ses pièces, tout en s'assurant que celles-ci se diffusent exactement comme il l'espérait, quitte pour cela à faire procès sur procès ou à changer d'éditeur. Molière n'est pas du tout le seul dans ce cas. C'est ainsi que la plupart des auteurs et autrices à la mode des années 1650-1660 se diffusent en se donnant l'air de ne pas y toucher, à grand renfort d'influenceurs et d'influenceuses de l'époque et de petits scandales. Molière ne changera jamais de méthode. « On imprime malgré moi !» écrit-il à peu près au début de ses Précieuses ridicules, produites à plusieurs milliers d'exemplaires, ce qui est un gros succès à l'échelle du XVIIe siècle, dont il n'a clairement pas à se plaindre. Et d'ailleurs, c'est souvent à partir de ces imprimés-là qu'on a pu avoir accès au texte de Molière aujourd'hui. Et ça pose d'ailleurs un certain nombre de questions, parce que du coup, ce sont des éditions parfois un peu pirates, donc qui ne correspondent pas forcément au texte écrit par Molière et distribué à ses comédiens, et donc on n'a pas moyen de vérifier que c'est véritablement le texte qui a été prononcé sur scène. Et surtout, le fait de fixer le texte comme ça fait qu'on ne sait pas vraiment quelle version du texte c'est, et ça enlève tout le côté vivant de l'œuvre. Il faut se rappeler qu'il y avait aussi beaucoup d'improvisation, d'interaction avec le public, qui évidemment ne peuvent pas transparaître dans la version qui est fixée à l'écrit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est donc aussi que ça ne va pas du tout de soi de faire une version imprimée de texte théâtral. Et on a une belle petite infographie qui nous montre d'ailleurs que certaines pièces n'ont été imprimées que parfois bien après les premières représentations. Et enfin, le chapitre qui moi m'a le plus passionné, c'est celui qui traite principalement de l'année 1663 et qui s'appelle Molière publicitaire, et qui montre comment le nom de Molière va petit à petit devenir une marque entretenue par Molière lui-même, et qu'il va jouer de tous ses talents pour choquer, buzzer et vendre ses produits. Alors j'adore cette partie parce que on a toujours, nous, un peu l'impression de vivre des phénomènes qui sont absolument nouveaux et inédits dans l'histoire de l'humanité. Et de fait, c'est une vision qui est souvent un petit peu alimentée par les médias, qui aiment bien souligner comment telle ou telle chose est nouvelle, vient bouleverser, chambouler, révolutionner telle organisation traditionnelle. Mais en fait, quand on fait un peu de sociologie, on s'aperçoit souvent que la norme, c'est quand même bien plus souvent la permanence que le changement. C'est quelque chose que notait bien déjà Bourdieu, notamment en soulignant qu'on essaye souvent d'expliquer les ruptures, les changements ou les révolutions, et qu'on oublie d'essayer d'expliquer la permanence et la reproduction sociale, alors que les mécanismes de la reproduction sont tout aussi intéressants que les mécanismes du changement à analyser. Bref, tout ça pour vous dire que les chefs de marketing digital, placement produit, fit and fun, etc., ils peuvent aller se rhabiller. Ces tactiques, elles sont loin d'être nouvelles. Molière faisait du putaclic avant même que le clic existe. Pour revenir sur les éditions imprimées par exemple, le livre détaille la première édition du Sganarelle ou le Cocu imaginaire, où le texte de Molière ne faisait en fait que 50% du texte final, tout le reste c'est la présentation du texte par d'autres mecs ou simplement de la publicité qui s'intercale directement entre les actes. Donc les coupures pub de YouTube, c'était déjà à l'époque. Le livre nous montre notamment comment Molière réfléchit progressivement à comment placer son théâtre sur l'échelle de la légitimité culturelle et tente de gagner peu à peu les faveurs de la critique prout-prout. Le livre résume ça avec un tableau qui semblerait tout droit sorti de la distinction de Bourdieu, où on classe les œuvres selon si ce sont des succès populaires ou au contraire si ce sont des œuvres de distinction. On voit par exemple, sur notre échelle à nous, le film Camping, qui est plutôt un gros succès populaire, mais qui est plutôt bas dans l'échelle du film d'auteur. À l'inverse, on a Tenet, qui est à la fois un succès en salle et un film d'auteur. Si on se réfère aux Oscars 2024, on verrait bien Oppenheimer ici, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, mais qui a fait aussi beaucoup d'entrées en salle. Et le premier gros succès de Molière, les Précieuses ridicules, c'était vraiment du côté divertissement populaire. Et après ça, il va gagner en légitimité avec l'École des femmes, qui se rapproche plutôt du côté auteur de la force. Mais par contre, vous n'êtes pas prêts pour les techniques de marketing que Molière va mettre en place pour la sortie de l'École des femmes. Bon, déjà, pour ceux qui n'ont pas la ref, l'École des femmes, c'est l'histoire d'Arnolphe, un mec a priori normal qui s'apprête à épouser Agnès, sauf qu'il a tellement peur de finir cocu qu'il tient Agnès à l'écart de tout et l'empêche de connaître le monde. Donc pas très sympa en fait. Mais évidemment, un jour, la Agnès, elle croise le jeune Horace dans la rue, et elle a tellement jamais vu de mec un peu frais comme ça qu'elle tombe immédiatement amoureuse de son petit boule. Enfin, elle le dit pas comme ça, elle dit « L'amour est un grand maître, ce qu'on ne fut jamais, il nous apprend à l'être. » Et gna 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 gna. Mais bon, je paraphrase, parce que sinon ça prendrait 3 plombes. Bon. Et du coup, vous imaginez bien toutes les scènes comiques qu'on va pouvoir tirer avec 2 jeunes gens en chien qui essayent de déjouer les plans du vieux fiancé jaloux.
Et en plus, le Arnulf, il est un peu pédant, il veut se faire appeler Monsieur de la Souche, ce qui est un clin d'œil au contexte de l'époque où on achète de plus en plus des titres de noblesse, et du coup il y a de plus en plus de bourgeois prétentieux qui commencent à péter pour leur cul. Du coup, il y a vraiment de tout dans cette pièce. Au fil des 5 actes, Molière joue ainsi sur tous les plans et exploite tous les comiques possibles. Jeux de langage, situations, moments farcesques, et même une lecture parodique du catéchisme. Tout cela mêlé à des scènes touchantes avec une grande virtuosité de mise en scène. Pour Molière, l'école des femmes est l'occasion de dire qu'il ne rigole plus et qu'il va falloir le prendre au sérieux. Mais bon, pour ça, il va falloir faire de la pub. Donc là, on fait le truc habituel, on placarde des affiches partout dans Paris, et on essaye d'avoir une bonne critique dans la Gazette de France ou dans le Mercure Galant. Mais c'est là que Molière s'est assuré d'une couverture médiatique la plus large possible. Comment ? Mais en faisant du drama, bien sûr. Ah, mais Molière, inventeur du bad buzz, Mais comme on le dit dans la langue de Kimka, bad buzz is still buzz. Alors, ce qui se passe, c'est que au début, la pièce réussit pas trop mal, mais les recettes commencent petit à petit à baisser. Alors, que fait Molière ? Eh ben, il va écrire rapidement une nouvelle pièce sur sa propre pièce. En somme, il s'auto-clash. Ça s'appelle La critique de l'école des femmes, et on y voit des spectateurs fictifs, donc avec une prude, un auteur concurrent et un marquis snobinard, qui multiplient les critiques ridicules et comiques contre la pièce L'école des femmes. Et le marquis snobinard, c'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui un bobo hipster. Donc quelqu'un qui se plaint que la pièce est trop mainstream parce qu'elle plaît au grand public. On entend par exemple dire des choses comme « Il ne faut que voir les continuels éclats de rire que le parterre y fait, je ne veux point d'autre chose pour témoigner qu'elle ne vaut rien. » Et la prude trouve la pièce trop vulgaire, les autres trouvent qu'elle a l'esprit mal tourné, bref. La critique de sa propre pièce est un succès immédiat et les recettes dépassent même celles de la création originale. Et c'est à partir de là que la mayonnaise va prendre, là-dessus, ça va faire un autre tollé médiatique avec d'autres critiques qui s'en mêlent. On a Edmé Bourseau qui va écrire Le portrait du peintre ou la contre-critique de l'école des femmes. Un autre, Dodo de Vidé, publie Zélinde de comédie ou la véritable critique de l'école des femmes et la critique de la critique. On a même Boileau qui va faire circuler une satire à Molière. Et on n'en reste pas là, le fameux Dodo de Visé dont je vous ai parlé, il va même jusqu'à faire courir une rumeur comme quoi Molière, qui vient de se marier, il serait cocu. Parce que quand même, quand on regarde bien, dans Le cocu imaginaire, L'école des maris et L'école des femmes, ça commence à faire 3 pièces d'affilée que Molière il joue les rôles de cocu. Donc quelque part c'est qu'il doit être cocu lui-même, non ? C'est obligé. Ah non, mais si vous pensiez qu'il a fallu attendre YouTube pour qu'on ait des dramas au ras des pâquerettes avec des critiques au drama, des contre-critiques du drama et des réacts à la contre-critique du drama, eh ben pas du tout, on faisait ça très bien au XVIIe siècle. Et tout ça, ça va permettre de continuer à faire parler de Molière, et la pub fonctionne si bien que là-dessus, le roi invite Molière à venir représenter sa nouvelle pièce à Versailles. Excusez-moi du peu. Voilà, donc un petit exemple un peu détaillé, évidemment je vais pas vous faire tout le livre, le but c'est aussi de vous donner envie de le lire par vous-même. On poursuit petit à petit dans la vie de Molière pour le voir passer de jeune youtubeur dans sa chambre à carrément MrBeast quand il rentre officiellement au service du roi et qu'il se met à gérer des super productions qui font péter le plafond à chaque fois. Et c'est quand même un truc hyper important à avoir en tête aussi, c'est que on est dans un moment où le théâtre devient de plus en plus un lieu de grand spectacle, un peu comme aujourd'hui les blockbusters. Pour vous donner un exemple, en 1665, si on va voir une représentation du Don Juan de Molière, c'est certes parce que on a bien envie de redécouvrir l'histoire avec des beaux dialogues et des acteurs hauts en couleur, mais c'est surtout parce que c'est une super production bourrée d'effets spéciaux avec comme clou du spectacle une fucking statue du commandeur qui se met à bouger et un espèce de fou qu'on envoie chez Satan. C'est à peu près la même chose que d'aller au cinéma pour voir des robots géants se défoncer la bouche à coups de locomotive à vapeur. D'ailleurs, pour Don Juan, Molière a eu beaucoup de budget, et il n'a pas tant fait construire les décors nécessaires pour mettre en scène les textes qu'il avait en tête, mais il a plutôt écrit les scènes en fonction des décors qu'il avait commandés. Et de fait, c'est une énorme production avec 6 décors différents, un jardin en perspective au bord de la mer, un temple, une ville. Comme le soulignent les auteurs, c'est dire ce qui compte dans cette pièce, le spectacle avant le texte, ce qui n'empêche pas le texte d'être bon. Pour conclure, c'était une énorme surprise que ce petit Atlas Molière. J'ai été au début assez surpris de le retrouver dans une sélection de livres de sciences sociales, parce que je l'aurais plutôt rangé dans la catégorie littérature ou analyse littéraire.
Mais de fait, il n'y a pas à dire, c'est bien un livre de SHS. À travers la figure et la biographie de Molière, c'est toute une époque qu'on revisite, et outre le fait que ça permet d'avoir un nouveau regard sur le sens et le contexte des œuvres de Molière, ça nous fait surtout découvrir comment s'organisait le Paris du XVIIe siècle, et ça le fait d'une façon claire, amusante, avec des infographies super jolies. Bref, si j'étais pas suffisamment assez clair, je vous conseille clairement ce petit Atlas Molière. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié la lecture, et surtout j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de découvrir des choses. Laissez-moi un commentaire pour me dire lequel de ces livres vous fait le plus envie parmi la première moitié de cette sélection. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour la deuxième partie, je vous fais des gros bisous et à très vite, ciao!